Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau dialogue littéraire, émission au cours de laquelle il sera question de services secrets, de pédagogie et bien sûr de littérature. Nous nous trouvons actuellement à la médiathèque de Saint-Marc, entourés des photographies d'Artus de Laviléon, au cœur de l'une des 30 expositions du festival Plus d'images, dont la 14e édition, sur le thème de l'altérité, se tient dans divers lieux de Brest et sa région jusqu'au 1er mars. Au cours de cette émission, nous retrouverons Élise, au rayon littérature, qui nous fera part de ses dernières découvertes littéraires, et nous partirons à la rencontre de deux auteurs, Philippe Mérieux et Henri Lovenbruck. Si vous êtes friand de séries télévisées, peut-être vous êtes-vous passionné pour le Bureau des légendes et l'activité des clandestins de la DGSE. Dans son dernier roman, J'irai tuer pour vous, Henri Lovenbruck nous mène aux côtés de l'un de ses agents secrets, au cœur d'une affaire d'État entre la France et le Liban en 1986. L'auteur, qui a écrit ce thriller à partir du récit minutieux d'un véritable agent, nous a rendu visite à la librairie et nous le retrouvons tout de suite au micro d'Anaïk. Henri Lovenbruck, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau roman qui s'intitule J'irai tuer pour vous et qui est paru aux éditions Flammarion en octobre 2018. Vous nous plongez au cœur de la politique étrangère et des services secrets français au milieu des années 80. Pouvez-vous nous en dévoiler les éléments principaux ? C'est un roman qui raconte en gros l'histoire d'un homme très singulier, baroudeur, ancien militaire, un peu marginal, qui s'est fait recruter au milieu des années 80 par la DGSE pour rejoindre un service clandestin sur des terroristes étrangers. Et on est en plein dans la vague d'attentats parisiennes qu'il y a eu au milieu des années 80 et des prises d'otages au Liban. Donc beaucoup de gens de ma génération ou au-dessus se souviennent tous les soirs aux infos de Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, Marcel Fontaine, n'ont toujours pas été libérés, etc. Qui rentrent étonnamment en écho avec ce qu'on est en train de vivre en Europe depuis quelques années. Vous précisez en avant-propos que votre livre est inspiré d'une histoire vraie. Lorsque vous avez rencontré celui que vous appelez Marc Masson, avez-vous pensé immédiatement que vous aimeriez adapter sa vie en roman ? Oui, je lui ai même demandé pendant des années. Au début, il ne voulait pas. Pendant presque 10 ans, je l'ai harcelé en lui disant « Mais ta vie, c'est un roman, il faut que j'en fasse un livre. » Et en plus, cette histoire a besoin d'être racontée parce que c'est une histoire très forte. Et il a changé d'avis au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Pourquoi ce titre « J'irai tuer pour vous » ? C'est un titre très choc. Très choc. Et bien justement parce que je pense que ça représente bien l'état d'esprit dans lequel il a été après les aventures que je raconte dans ce livre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était prêt à faire ce que nous n'avons pas envie de faire. On va dire qu'une grande partie de la population est plutôt contre la peine de mort. Moi, je le suis, par exemple. En revanche, je suis bien conscient qu'il y a des situations extrêmes dans un cadre terroriste où il n'y a pas d'autre solution. Il dit une phrase dans le livre qui, pour moi, représente bien tout ça. Il dit « Je suis la balle dans votre fusil. C'est vous qui tirez, c'est moi qui tue. » Voilà. C'est-à-dire que la décision, c'est la nôtre, c'est celle de notre État. Il faut trouver des hommes qui soient suffisamment courageux pour le faire, mais qui aient aussi la raison pour le faire d'une manière digne, quoi. Alors, en 1985-86, plusieurs attentats terroristes ont eu lieu à Paris ainsi qu'à Lyon. Vous en parlez de manière précise et documentée. Est-ce que, selon vous, la lutte antiterroriste est devenue une priorité pour le gouvernement à partir de ces années-là ? Absolument. Il y a même une cellule qui a été créée au parquet de Paris, spécialisée donc, sur le terrorisme. Oui, il y a eu je pense que c'est le grand tournant dans la lutte antiterroriste au XXe siècle, quoi, et qu'aujourd'hui, on est dans la continuité de ça. On a aussi pris conscience de négligence qu'on a eu ces dernières années. On a beaucoup abandonné, par exemple, le renseignement humain au début des années 2000. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se contenter d'une surveillance technologique, que l'humain était important. Donc aujourd'hui, on corrige aussi des choses. À l'époque, on en a corrigé beaucoup. Et notamment sur le besoin d'avoir une institution comme celle du parquet antiterroriste qui s'est créé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, moi, je trouve que les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que les motifs des attentats restent les mêmes, la façon dont on nous les présente reste les mêmes, et la façon dont les commanditaires de ces attentats les présentent aux poseurs de bombes est la même. C'est-à-dire que tout le monde se fait berner dans cette histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, comme à l'époque, malheureusement,
la question principale, c'est la question d'argent, quoi. C'est bien plus qu'une question religieuse, c'est souvent une question économique. Comment relever les vrais défis éducatifs d'aujourd'hui ? Faut-il réformer l'école ? Et si oui, comment ? Quelle place accorder aux neurosciences dans l'éducation ? Philippe Mérieux, pédagogue réputé et engagé, fort de 30 ans d'expérience dans les institutions pédagogiques, propose une voie médiane entre autoritarisme et bienveillance et insiste sur l'importance de remettre les intérêts de l'enfant au centre des préoccupations pédagogiques. Lors de sa venue à la librairie, il a répondu aux questions de Laurane. Philippe Mérieux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue. C'est au titre de votre dernier livre, La Riposte, que l'on vous accueille ce soir, que vous sous-titrez Pour en finir avec les miroirs aux alouettes. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2. Dans La Riposte, vous nous offrez votre regard sur l'école d'aujourd'hui, ou plutôt les écoles d'aujourd'hui, et proposez des directives en faveur d'une école plus juste et solidaire. Tout d'abord, pourriez-vous nous confier le point de départ de ce livre et à quoi entendez-vous riposter ? Le point de départ de ce livre, c'est un agacement. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis 50 ans maintenant, travaille sur les questions de l'école, qui connaît un peu l'histoire de la pédagogie en France, dans le monde, et qui s'est trouvé confronté ces dernières années à des caricatures, à des simplifications, à l'idée qu'il y avait des sortes de méthodes miracles qui pouvaient arriver et qui allaient résoudre tous les problèmes, que la méthode Montessori allait miraculeusement faire apprendre à lire à tous les enfants, que la méthode de Singapour allait faire apprendre les mathématiques à tous les enfants, que les neurosciences allaient résoudre la totalité des questions pédagogiques, des problèmes d'autorité et d'attention. Alors je ne nie pas l'intérêt de Maria Montessori, de la méthode de Singapour des neurosciences. Je dis simplement qu'il faut resituer tout ça dans une perspective, il faut se méfier des recettes miracles, et il faut interroger l'éducation du point de vue du projet de société que l'on veut promouvoir, mais aussi du point de vue de la manière dont on se représente et dont on veut promouvoir l'enfant. Vous expliquez avancer prudemment sur une ligne de crête entre deux types de personnes, donc les antipédagogues d'un côté et les hyperpédagogues de l'autre. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail à qui vous faites référence ? Alors, les antipédagogues, le public les connaît, ils s'expriment beaucoup dans les médias, ce sont des gens qui considèrent que la fameuse formule qui figure dans la loi de 89 de Lionel Jospin, l'élève au centre, aurait été l'équivalent de l'abandon de toute exigence, que du jour au lendemain on n'aurait plus transmis de savoir, que les professeurs auraient abandonné toute autorité et qu'il suffirait de décréter que les élèves doivent apprendre pour qu'ils apprennent. Alors à l'inverse, il y a ce que j'appelle les hyperpédagogues. Ils sont dans la mouvance de toute une littérature du développement personnel, ils sont contre une école normalisatrice, ils veulent des écoles alternatives, ils veulent aucune contrainte pour élever les enfants, que tout ça, ça se passe naturellement. Ces deux illusions sont deux illusions, il n'y a pas de transmission magique des savoirs, mais il n'y a pas non plus de croissance magique des enfants sans transmission des savoirs et sans contrainte. Pas des contraintes pour que les adultes aient la paix, parce que ça, on les connaît, mais des contraintes qui permettent à l'enfant de s'exaucer au-dessus de lui-même, d'entrer dans la pensée et d'accéder aux œuvres de culture. Comment expliquez-vous les créations en constante augmentation pourtant de ces écoles dites idéales qui suivent donc des courants pédagogiques précis tels que les écoles Freinet, Montessori ou les écoles démocratiques, et pourquoi la confiance en l'école républicaine s'émousse-t-elle ? Il y a effectivement des écoles privées hors contrat qui ont été créées par des familles ou par des groupes de pression, parfois économiques, parfois religieux, et qui veulent imposer une forme, on va dire, de ségrégation un petit peu. On est dans l'entre-soi. Si l'école a été créée, ce n'est pas simplement pour que les enfants apprennent, c'est pour qu'ils apprennent ensemble, qu'ils apprennent des autres et qu'ils apprennent de leurs différences. Je crois beaucoup à l'entraide. Je crois que l'entraide est un excellent moyen de lutter contre l'individualisme. C'est un excellent moyen de découvrir que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour m'expliquer quand je ne comprends pas, mais j'ai aussi besoin de l'autre parce que si j'ai compris et que l'autre n'a pas compris, en lui expliquant, je comprendrai encore mieux. Moi, j'ai toujours milité pour ne pas réserver la pédagogie aux écoles alternatives, mais des tas d'autres pédagogues aussi, qui peuvent permettre justement de rénover les pratiques pédagogiques et de les rendre à la fois plus en phase avec notre monde d'aujourd'hui, mais aussi mieux orientées vers un projet plus clair en matière éducative, un projet plus clair en matière de coopération entre enfants et de développement de l'intelligence.
Nous voici à présent à la librairie au rayon littérature où nous retrouvons Élise. Bonjour Élise. Bonjour Laurence. Alors chaque début d'année, au mois de janvier, il y a une petite rentrée littéraire et je crois que tu as eu plusieurs coups de cœur. J'ai effectivement eu 3 coups de cœur, dont 2 à la table ronde. Alors il s'agit de À la ligne de Joseph Pontus. C'est un récit en fait. Joseph Pontus travaillait jusque-là en région parisienne où il était éducateur spécialisé. Et par amour pour sa compagne, il l'a suivi dans le Morbihan. Pour se nourrir, il s'est inscrit en agence d'intérim et de là a commencé sa vie d'ouvrier. Il évoque le froid, la dureté du travail, la répétition de gestes mécaniques dans des usines de tofu, dans des usines de préparation de fruits de mer, mais aussi dans des abattoirs où il faut pousser la carcasse et user de sa force physique. Et il met aussi en avant un triste constat sur le sort des ouvriers et sur le fait que chaque ouvrier est un simple pion devant subir les affres du système capitaliste. Voilà, et c'est un texte qui est écrit en vers libre, qui a une forme du coup assez originale. Merci beaucoup. Alors je crois que ton deuxième coup de cœur nous emmène à Belfast au début du XXe siècle dans l'univers du musical. Edith et Oliver, écrit par Michelle Forbes. Alors elle nous fait le portrait de Oliver Fleck, un illusionniste. Malgré les applaudissements du public, malgré la fougue que suscitent ses numéros de prestidigitation, c'est un homme qui doute en permanence. Ces doutes, il les distille au fur et à mesure dans l'alcool. Alors on se demande, est-ce qu'il va faire chavirer lui ainsi que toute sa famille, ou alors est-ce qu'il va finalement parvenir à sortir la tête de l'eau? C'est donc un texte très fort, il est écrit au présent et je pense que c'est justement le temps du présent qui lui donne toute son intensité, mais aussi les angoisses de ce héros déchu. Merci. Et petit à petit, on remonte le temps puisque je crois que ton dernier roman se passe au XIXe siècle et nous raconte l'histoire d'un peintre. Tout à fait. Il s'agit donc d'un premier roman, donc L'Atelier du désordre, qui a été écrit par Isabelle d'Angy aux éditions Le Passage. Alors en fait, elle nous raconte donc l'histoire d'un peintre nommé René Dolomieu et qui va se faire connaître grâce à son talent de portraitiste. Et ce peintre, on va également le suivre jusqu'à Yokohama au Japon, où il va partir à la recherche de procédés de fabrication de porcelaine afin d'enrichir l'entreprise de son beau-père. Donc c'est surtout sur ce sujet du destin, mais aussi sur les origines de la création que Isabelle d'Angy nous interroge. On sent le temps d'une vie qui s'écoule entre ces lignes, et c'est un roman extrêmement doux qu'il faut absolument lire. Et René Dolomieu est un peintre qui n'a pas réellement existé, oui. Mais on pourrait y croire tant sa vie est bien décrite. Eh ben, merci beaucoup Élise pour ces conseils. Merci. L'émission Dialogue littéraire touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions ainsi que de nombreux films de rencontres avec des auteurs à la librairie sur notre chaîne YouTube Librairie Dialogue. À très bientôt.